Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gaspard Estrada et je suis surtout ravi de vous accueillir aujourd'hui à Sciences Po pour cette table ronde de l'Observatoire stratégique de l'Amérique latine de Sciences Po, donc, qui est basé au CERI, le Centre de recherche international, euh, et qui est financé par la DGRIS. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au directeur du série, à Alain Dikoff, qui va vous donner les mots de bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous et merci Gaspard. Rassurez-vous, je ne veux pas être très très long, mais en tous les cas, je voulais en effet dire quelques mots pour introduire cette table ronde donc de l'Observatoire stratégique de l'Amérique latine, que nous avons la chance d'accueillir depuis l'année dernière et qui est financé en effet par la DGRIS. Et je profite de ce micro pour la remercier encore une fois pour l'aide qu'elle apporte à ce dispositif. La DGRIS joue un rôle important dans le soutien à la recherche, là en l'occurrence pour l'Amérique latine, mais elle soutient d'autres initiatives qui, entre autres, sont accueillies au CERI. Je pense en particulier à l'Observatoire international du religieux, qui est aussi financé par la DGRIS, et l'Observatoire sur l'Afrique, donc également. Et dans le dispositif, disons, français de recherche, nous louons, je dirais, un petit peu tous les jours du rôle actif que la DGRIS joue, en particulier pour ce type de partenariat, mais aussi pour des bourses qu'elle peut financer par ailleurs. Donc aujourd'hui, cette soirée est consacrée en effet au Brésil, hein, donc ce pays dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que vous savez déjà, mais je pense que, évidemment, les péripéties, pour le dire ainsi, internes au Brésil ont attiré un peu les médias et la focale sur le Brésil. Mais le Brésil, c'est évidemment autre chose que simplement ces épisodes internes, quelle que soit évidemment leur gravité. Hein. Je ne cherche aucunement à les minimiser. Hein. Nous le savons bien, c'est quand même été, ce qui s'est passé était quand même extrêmement grave. Mais je pense que nous parlons aujourd'hui plutôt ce soir de l'aspect plus international des rapports franco-brésiliens. D'une part, en effet, et en relisant en fait, le petit texte que Gaspard a préparé pour ce soir, en effet, pour annoncer cette réunion, il nous rappelle en effet que même si a priori c'est pas nécessairement évident, on n'y pense pas toujours, bah, c'est que la France via la Guyane a une frontière en fait avec le Brésil. Hein. Bon, donc j'ai appris en effet que c'était la plus longue frontière terrestre française, 720 km. Ça en effet c'est pas rien. Donc, en effet, quelque part, il y a, la France est aussi, j'ose pas dire un État sud-américain, mais en tous les cas est présente en Amérique du Sud et en tant que tel a aussi évidemment des intérêts à défendre et ses relations avec les voisins, en particulier le Brésil, sont particulièrement importantes. Et je pense que la table ronde de ce soir permettra d'approfondir un petit peu ces, la connaissance, la compréhension de ces relations. Donc, je vous souhaite un débat intéressant, d'abord une écoute attentive et ensuite un débat intéressant. Et je repasse la parole à... C'est Gaspard qui reprend la parole. Ok, très bien. Pour une très courte durée. Merci, Alain. Et donc, sans plus tarder, j'ai donné la parole à Olivier Daben, donc professeur des universités ici à Sciences Po, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et co-directeur de cet observatoire, qui va parler sur le volet politique de cette relation stratégique entre la France et le Brésil. Merci Gaspard et merci Alain pour tes gentils mots de bienvenue. Et merci à toutes et à tous d'être venus pour discuter avec nous. Effectivement, je pense que je vais être relativement bref
parce que le thème de la soirée, c'est les questions stratégiques, c'est les questions de défense, d'armement, etc. Et on a des experts ici qui sont infiniment plus compétents que moi. Donc, je vais me limiter à esquisser une petite réflexion sur, disons, le contexte politique ou géopolitique qui est, je dirais, important pour pouvoir ensuite évaluer des possibles coopérations dans des domaines militaires en particulier. Alors, le contexte politique, bon, on le connaît à grands traits. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est d'abord qu'il y a plein de points d'interrogation. Donc, dans ma présentation, je ne vais pas forcément livrer des conclusions d'une analyse aboutie, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. Et tous les jours, il y a de nouvelles interrogations. Notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu au Brésil il y a quelques jours. Donc, l'actualité est riche. Et on essaye, c'est un observatoire, donc nous observons et nous essayons de dégager des idées fortes sur ce qui peut se passer. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que la bonne relation qu'entretenaient la France et le Brésil encore récemment a subi une très grave crise. En raison de quelque chose d'assez inédit finalement dans les relations internationales, de voir deux présidents de la République qui se parlent de façon assez franche, pour ne pas dire qu'ils s'insultent pratiquement, l'un traitant l'autre de menteur. C'est assez rare. Et évidemment, nos relations sont passées sous l'ère Bolsonaro par une phase qui était assez compliquée. Donc, d'ailleurs, il faudrait procéder à l'évaluation plus précise, parce que comme toujours, quand il y a des crises de cette nature, politico-diplomatique, il y a quand même tout un flux de coopération, de travail qui continue. Enfin, tout ne s'est pas arrêté complètement non plus, mais c'est toujours difficile effectivement de mesurer l'impact exact que peut avoir une crise au plus haut niveau dans ce qui fait le quotidien de la coopération France-Brésil et qui est particulièrement riche. Donc, le point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'est la volonté de clore une période de crise pour essayer de reconstruire. Et donc, on est, je crois, tout le monde s'en d'accord, aujourd'hui dans cette phase d'examen de possibles directions pour reconstruire et pour définitivement tourner la page. Mais reconstruire comment, avec quel agenda, avec quel type d'acteurs, c'est alors là pour le coup beaucoup de points d'interrogation. Donc pourquoi des points d'interrogation? Parce que on ne reviendra pas complètement en arrière. On a beau vouloir tourner la page, il faut se projeter dans l'avenir, et l'avenir il est plein d'incertitudes. En tout cas, on ne reviendra pas en arrière parce qu'on ne reviendra pas à l'époque de Lula dans ses deux mandats, les premiers mandats. Parce que le monde a changé. Le Brésil a changé, évidemment, la France a changé, mais le monde a changé. Et donc, on ne reverra pas cette ambiance tout à fait particulière qui avait vu, par exemple, Nicolas Sarkozy travailler de façon assez étroite avec Lula, ce qui était quand même étrange parce qu'ils n'appartiennent pas à la même famille politique, mais finalement, ils partageaient une certaine vision du monde qui était celle d'un monde multipolaire, qui comptait sur le multilatéralisme, et au sein duquel des pays pouvaient se rapprocher, développer des projets en commun, institutionnaliser leur coopération de façon assez approfondie. Bon, tout ça était intéressant aussi parce qu'à l'époque, le Brésil exerçait un certain leadership en Amérique du Sud. Donc, quand la France parlait au Brésil, d'une certaine façon, la France parlait aussi à l'Amérique du Sud. La France était aussi un pays qui exerçait un certain leadership au sein de l'Union européenne, ce qui faisait qu'un président français et un président brésilien dialoguant à cette époque, ça pouvait être aussi un dialogue entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, l'UNASUR notamment. Cette époque, elle est aussi révolue, bien évidemment, là, je rentre dans les points d'interrogation, parce qu'il faudrait réfléchir, exactement faire le bilan de ces années de relations plutôt positives entre les deux pays et la façon dont aujourd'hui on compte reconstruire. Alors, parmi les thèmes, je pense, qui sont absolument importants dans cette relation et qui exercent un poids dans l'ensemble des domaines d'action commune entre la France et le Brésil, il y a un certain nombre de points à l'agenda que je voudrais brièvement évoquer, comme par exemple l'accord Union européenne-Mercosur. La France a longtemps été vue, et ce n'est pas complètement faux, comme un pays qui faisait obstacle
à la signature de cet accord. Il est entendu maintenant que les deux pays souhaitent avancer dans cette direction en essayant d'éliminer les obstacles qui restent, et il y en a quand même. Mais une chose est sûre, il n'y a plus de raison aujourd'hui de douter de la part de la France de la capacité du Brésil à disons, contrôler d'une certaine façon l'évolution de ses engagements au sein de l'accord de Paris. Donc, ce qui faisait un motif de différent entre les deux pays l'est moins à présent parce qu'on a confiance. La confiance a été rétablie au nom d'une connaissance des actions diplomatiques de Lula pendant ses 2 premiers mandats. Donc, la confiance étant rétablie, il n'y a plus de raison de douter que le Brésil ne respectera pas ses engagements au titre des accords de Paris. Et ça enlève, je dirais, un obstacle important. Bon, il y en a d'autres au sein toujours de cette négociation compliquée entre l'Union européenne et le Brésil et le Mercosur. Il y en a d'autres. Par exemple, tout le dossier de la viande, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais il y a d'autres sujets. Et à ces sujets qui bloquaient il y a quelques années, s'en sont ajoutés d'autres, comme par exemple le thème des marchés publics que les Brésiliens souhaitent réouvrir. Donc, il y a encore pas mal de travail, je dirais, mais l'ambiance a complètement changé. Et on peut imaginer que la France fasse un geste, le Brésil fasse un geste, enfin bon, que la négociation et la diplomatie avancent en sorte que cet accord soit finalement signé, peut-être avant l'été, avant le fameux sommet entre la CELAC et l'Union européenne. Ce qui serait évidemment un immense progrès pour les deux régions et pour les deux pays, Brésil, France en particulier, parce qu'ils ont été perçus plus ou moins à juste titre comme étant les deux moteurs de cette négociation ou le frein en ce qui concerne la France. Mais si on va dans cette direction, si on se met d'accord sur la nécessité de signer cet accord et d'éliminer les obstacles, tout ne sera pas résolu pour autant. Parce que ce que l'on vise, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire un accord avec l'ensemble de la CELAC. Et on souhaite évidemment du succès au sommet qui aura lieu en juillet prochain à Bruxelles, et pour lesquels, pour l'instant, il y a encore, là aussi, beaucoup de points d'interrogation. Alors, ce dossier-là, c'est mon opinion, mais on peut en discuter, mais évidemment, on devrait pouvoir se régler assez vite. Je veux dire, le dossier Mercosur, Union européenne. Il y a d'autres dossiers qui sont plus compliqués et qui risquent de freiner les avancées de la reprise du dialogue entre la France et le Brésil. Et c'est par exemple la guerre en Ukraine. Là, vu depuis nos pays européens, la France en particulier, mais d'autres diplomaties européennes, la position brésilienne est incompréhensible, puisqu'il s'agit à la fois de dire que le Brésil veut être du côté de la solution, sans qu'on sache très bien de quelle solution parle exactement le Brésil. On parle Lula quand il dit qu'il veut être du côté de la solution, de réunir un club d'amis de la paix pour essayer d'intercéder et de mettre un terme aux affrontements. C'est évidemment une conception qui est inacceptable, et il reste à voir quelle est la capacité quels sont les dommages que va produire cette position brésilienne si elle est tenue encore longtemps. Il n'y a pas de raison de penser que le Brésil ne va pas poursuivre dans cette voie en proposant un club de paix, un club de la paix, je ne sais pas exactement comment il l'a appelé, je crois qu'un club de la paix, avec des pays comme l'Égypte, avec des pays comme la Chine, des puissances moyennes mais qui ne sont pas directement impliquées dans cette guerre. Jusqu'où ça va provoquer des dommages dans la relation bilatérale France-Brésil? Je pense que c'est une question qu'on peut discuter ici ce soir, parce que c'est évidemment un lien direct avec notre coopération en matière stratégique. Alors, ce qui se passe ici, c'est finalement comment nos deux pays essayent de redessiner les contours du monde de demain, qui est compliqué parce que, à cause de cette guerre, on voit ressurgir le spectre de la polarisation géopolitique du monde, en quelque sorte, et avec un positionnement du Brésil que la France ne comprend pas. Donc, pas que la France. J'étais la semaine dernière à la Commission européenne
Et les diplomates européens ne comprennent pas, le service d'action extérieure, ils ne comprennent pas, et ils ont tendance à dire que c'est le Brésil qui ne comprend pas bien la nature du conflit et qu'il faut qu'ils évoluent dans cette appréciation. Évidemment, pas facile à dire à des diplomates quand on les a en face. Mais en tout cas, donc, on voit cette suspicion, ces doutes, et c'est évidemment compliqué. Alors, je n'ai pas évidemment de solution ici à proposer, mais on est quand même loin d'une convergence de vues qui était celle, par exemple, de Sarkozy et Lula, où ils avaient ce qu'ils avaient appelé cette alliance pour le changement, qui reposait sur une vision du monde qui était assez similaire aujourd'hui pour ce qu'on en a vu dans ces premiers mois de mandat de Lula. Cette vision commune du monde, elle a disparu, elle n'est plus d'actualité. Et encore une fois, il faudra voir dans quelle mesure ça perturbe la reprise des discussions entre la France et le Brésil. Alors, dernier point peut-être, et puis après je pourrais développer plus dans la discussion si nécessaire, mais il y a un dernier point que je voudrais évoquer qui sont les difficultés de politique intérieure. Parce que finalement, quand on regarde la conjoncture et qu'on regarde ces efforts qui sont réalisés pour essayer de reconstruire la relation France-Brésil, dans les deux cas, on a une situation de politique intérieure qui est un petit peu complexe, pour le dire simplement. Il est difficile d'imaginer comment, dans les deux cas, les deux pays vont consacrer beaucoup d'énergie à la diplomatie en général, hein, dans un tel contexte. C'est une question classique qu'on se pose souvent quand on fait en sciences politiques, la capacité de nuisance de la politique intérieure dans le domaine de la diplomatie et de la politique étrangère. C'est un sujet qui est compliqué. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a des éléments qui sont susceptibles de rapprocher la France et le Brésil, notamment la défense de la démocratie, un thème dont on parle beaucoup, évidemment, suite aux événements qu'on a tous vus à Brasilia. 2 ans après des événements similaires qui ont eu lieu aux États-Unis. Donc il y a un thème ici qui est un thème qui est comment consolider collectivement la démocratie dans le monde. Et ça, c'est un point, je pense, qui peut rapprocher nos deux pays. Mais encore une fois, on voit bien que peut-être la position du Brésil dans ce sens-là est un petit peu ambiguë parce que elle ne veut pas prendre position dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais dans le même temps, ils sont favorables à la défense de la démocratie dans le monde. Donc, il y a pour nous une possible contradiction. Et puis finalement, non, j'ai dit finalement tout à l'heure, mais juste encore un dernier tout petit point sur le timing. Enfin, comment ça se passe en ce moment, la reprise de dialogue entre la France et le Brésil. De notre point de vue, nous, académiques, observateurs, neutres, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien parce que l'agenda diplomatique de Lula est délirant et en quelques semaines, quelques mois, il aura vu beaucoup de monde. Pour l'instant, la France n'est pas dans cette liste de pays que Lula va visiter ou accueillir. Et notamment, l'Allemagne est déjà passée par là avec un agenda déjà. Donc, il va falloir que les Européens qui viendront voir Lula après l'Allemagne devront se positionner par rapport à un agenda qui a été fixé par les Allemands et pas par nous, un agenda et de l'argent au titre du fonds Amazonie. Donc, on est un petit peu inquiet, on en parlait il n'y a pas longtemps, de l'absence de la France dans le programme diplomatique de Lula. Je n'imagine pas que le président Macron ne voyage pas au Brésil assez vite, mais on a un petit peu des difficultés à imaginer quand il va pouvoir le faire, étant donné que Lula va voyager beaucoup, qu'il va recevoir beaucoup, et que pour l'instant, la France n'est pas dans le panorama. Donc, il y a un problème un petit peu politique que moi j'interprète de façon un petit peu ironique, en me disant que en fait, c'est à l'image du positionnement de la France aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire on a une priorité pour personne, et voyager à Paris, ce n'est pas indispensable pour Lula. Par contre, voyager en Amérique latine, c'est peut-être important pour le président Macron, parce qu'il n'y est pas allé du tout pendant son premier mandat, et que ça commence à faire une longue période. Bon, je vais en rester là et te rendre la parole. Dans le micro.
pour la rendre à nouveau, mais là, à Kevin Martin, qui va parler sur les enjeux industriels de ce partenariat. Voilà. Kevin Martin, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Désolé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai une présentation. Je ne sais pas où est la personne qui peut me mettre la présentation. Hop. Attendez. Ah, c'est bon. Alors, moi, je vais m'intéresser plus spécifiquement à la coopération industrielle en matière de défense entre la France et le Brésil. Et pour mettre un petit peu de perspective dans cette coopération, en fait, je vais revenir sur les grands fondamentaux de la politique industrielle de défense brésilienne, des grands plans de modernisation qui ont été lancés lors du premier mandat de Lula. Et en fait, j'ai intitulé ma présentation « Digérer le dernier plan de modernisation des forces armées, un défi pour la base industrielle et technologique de défense brésilienne », car c'est là, à mon avis, que réside l'enjeu principal dans les suites de la coopération et des enjeux de coopération entre la France et le Brésil en matière industrielle. Alors, donc, ce que je vous expliquais, c'est que la politique industrielle de défense brésilienne remonte à 2008, où, lors de la présidence de Lula, ce dernier a mis en place une série d'arsenals juridiques qui s'inscrivent plus généralement dans la stratégie nationale de défense, qui offre à ce moment-là une première structuration de la politique d'acquisition et industrielle de défense. C'est-à-dire qu'on lie les deux. On ne va pas faire uniquement de l'acquisition sur étagère, donc auprès de pays étrangers, du matériel de défense, mais on va associer ça avec la volonté de développer son industrie de défense nationale. Le développement de l'industrie nationale est clairement affiché, et pour y arriver, le Brésil met en place tout un arsenal juridique spécifique avec des nouveaux concepts qui apparaissent au Brésil, avec les produits stratégiques de défense, les entreprises stratégiques de défense, et pour la première fois aussi, on voit apparaître la logique de préférence nationale dans les marchés publics, qui est actée, c'est-à-dire que on favoriserait l'industrie de défense nationale pour un marché de défense brésilien. Pourquoi en fait cette modification de la stratégie nationale arrive à ce moment-là? Parce que le Brésil est confronté à des problèmes de capacitaires importants et donc se lance dans un grand programme de modernisation. Et la stratégie nationale de défense, à ce moment-là, se souvient aussi, se rappelle des difficultés rencontrées par son industrie de défense brésilienne dans les années précédentes, où l'industrie de défense brésilienne avait bénéficié de beaucoup d'investissements, mais malgré ces investissements très nombreux, l'industrie de défense brésilienne a en 2008 de nombreuses faiblesses et fragilités. Pourquoi? Tout simplement, c'est en raison de la discontinuité des crédits accordés au budget de défense sur une période très longue, et plus spécifiquement, on y reviendra, aux parts liées à l'investissement et au soutien des équipements. Donc, je vous ai mis en rouge les deux points importants des budgets de défense brésiliens. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1985, donc, pour rappel, sous dictature militaire, le Brésil accorde des budgets de défense très importants. La part des budgets de défense dans le budget gouvernement est très importante. En revanche, après 1985, cette part chute drastiquement. Elle chute drastiquement et elle mettra du temps à revenir. Et le nouveau programme de modernisation arrive seulement au milieu des années 2000. Et donc, tous les investissements qui ont été initiés dans les années 80, donc qui ont permis, des années 60 aux années 80, pardon, qui ont permis la création d'entreprises qui sont aujourd'hui leaders au Brésil, hein, comme Embraer ou Avibras, en fait, elles ont perdu leur savoir-faire ou alors elles ont des fragilités très importantes. Et au-delà de ces quelques entreprises, en fait, il y a un désert industriel qui s'est mis en place. Donc, en fait, l'objectif du plan de modernisation dans les années 2010, c'est de faire bénéficier l'industrie de défense nationale. Pour y arriver, on a un changement de sémantique dans l'approche des partenariats et dans l'approche avec les États fournisseurs. C'est-à-dire que le Brésil souhaite passer d'une logique d'État client à une logique d'État partenaire. Et elle veut surtout aussi diversifier ses partenaires stratégiques dans le cadre de ses coopérations défense et armement. Ça, je pense que vous y reviendrez. Donc, avec les grands programmes de modernisation qui ont concerné absolument toutes les forces armées, aéronautiques, marines et terrestres, on constate qu'à l'issue de la sélection des fournisseurs étrangers qui viennent comme des partenaires stratégiques,
on se retrouve, suivant des segments technologiques, avec des pays préférentiels en matière de coopération. Donc, dans le domaine naval, plus spécifiquement sur le segment des sous-marins, c'est la France qui est l'acteur, le partenaire stratégique, et c'est dans ce cadre-là aussi que le partenaire stratégique en matière de défense a été signé en 2008. Dans les avions de combat, c'est la Suède avec la sélection du Gripen, mais la Suède, et donc avec le Gripen, c'est aussi les États-Unis. Dans le naval de surface, c'est l'Allemagne qui est le partenaire stratégique suite à l'acquisition des frégates auprès de TKMS dans le cadre du programme Tamandaré. Dans les véhicules de blindés à roues, c'est l'Italie, et dans les chars de combat, c'est l'Allemagne. Donc on voit en fait cette logique de diversification des partenaires. Donc je vous ai mis à côté les données du CIPRI qui sont indicatives, mais qui ne montrent pas toute la dynamique, mais elles sont quand même malgré tout intéressantes. On voit vraiment que le Brésil dispose de plusieurs partenaires, et l'objectif, ce n'était pas de dépendre d'un seul. Donc, effectivement, avec le choix de la France comme partenaire dans le domaine des sous-marins, c'était plus compliqué de sélectionner politiquement la France dans le domaine de l'aviation de combat. C'était aussi plus compliqué enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment une volonté de diversification des partenariats. Alors, la présidence Bolsonaro, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans cette politique d'acquisition et dans cette logique de partenariat stratégique? En fait, on peut se demander si la présidence Bolsonaro, c'était une parenthèse qui se voulait un petit peu américaine. Il y a eu un net rafraîchissement des relations de coopération de défense avec certains partenaires de défense, en particulier la France. Et ça, on a plutôt tendance à le voir que c'était au profit des États-Unis. Alors en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, on constate que la dynamique de coopération avec les États-Unis dépasse le simple cadre de Bolsonaro. C'est juste qu'elle a été accélérée avec Bolsonaro. Par exemple, la signature d'un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis, entre les États-Unis et le Brésil, date de 2015, donc bien avant l'arrivée de Bolsonaro. En revanche, avec la présidence de Bolsonaro, le Brésil est devenu un allié majeur non membre de l'OTAN, qui a été désigné par les États-Unis. Et ça a un impact important, puisque ça permet de soutenir la vente d'équipements ou des transferts de technologies dans le domaine de la défense. Il y a eu une dynamique politique qui s'est accompagnée autour d'une dynamique de coopération militaire. En 2020, Bolsonaro est le premier président brésilien à visiter l'US Ocean Command, et aussi en matière de coopération de R&D. En 2020, signature d'un accord de R&D en matière de défense qui a été ratifié par le Parlement en avril 2022. Donc on voit bien quand même que même si la dynamique de coopération avait débuté avant Bolsonaro, il y a une très forte accélération de cette coopération, et aujourd'hui elle est inscrite, et même si Lula décide de prendre un petit peu de distance avec cette relation, elle est là, et elle offre un nouveau cadre, un nouvel échange, de nouveaux échanges avec les États-Unis. Et ce qui est intéressant de noter aussi, et pareil, ça c'est fortuit, c'est que parallèlement, il y a eu un rapprochement industriel annoncé en juillet 2018 entre Embraer et Boeing dans le domaine de l'aéronautique civile. Donc Boeing avait annoncé acquérir la partie de l'aviation commerciale d'Embraer pour près de 4,2 milliards de dollars. Et malgré tout, en raison des déboires industriels de Boeing et de la crise du Covid, le projet a été officiellement avorté en 2020. Donc là, on est rentré dans une dynamique sur le plan industriel qui est un peu moins positive, qui est plutôt négative. Parce que depuis que le projet a été avorté, on constate qu'il y a de très fortes tensions entre Boeing et les acteurs de la BITD brésilienne. Il y a même une action civile publique qui a été déposée par les groupements professionnels ABIND et l'AIAB contre Boeing en raison du débauchage massif d'ingénieurs brésiliens hautement qualifiés dans le secteur lié à la souveraineté nationale, donc auprès des entreprises de défense brésiliennes, en particulier Embraer. Et là, ils l'ont vu, les acteurs brésiliens l'ont vu comme un acte de prédation. Donc effectivement, il y a un net rafraîchissement là des relations avec les États-Unis. Malgré cette parenthèse américaine, on constate quand même que le plan de modernisation qui a été initié en 2010 a continué, et tous les programmes stratégiques qui ont été lancés se sont poursuivis. Les coopérations en matière d'armement se sont poursuivies. Et ça a permis de renforcer la BITD brésilienne. Ça l'a redynamisé même, on peut dire. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les acteurs industriels au Brésil, on constate que dans la région, les capitaux privés jouent un point majeur dans les industries de défense brésiliennes. Embraer, qui est le leader national aux côtés d'environ 150 entreprises de défense, est le seul acteur régional coté en bourse qui dispose d'activités de défense. Ces activités de défense, en 2021, sont autour de 600 millions de dollars.
Et elles sont essentiellement concentrées autour de 2 programmes, l'avion de transport C-390 et l'avion d'attaque léger au sol, l'A-29 Super Tucano. Mais il y a également des activités terrestres et électroniques de défense à travers ses filiales spatiales et depuis plus récemment, depuis 2020, de cybersécurité, suite à l'acquisition d'une entreprise brésilienne de cybersécurité. Et aux côtés d'Embraer, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les principales entreprises de défense brésiliennes, on retrouve beaucoup de capitaux étrangers. Donc, par exemple, quand on va regarder les principaux maîtres d'œuvre des grands programmes stratégiques qui ont été initiés dans les années 2010, on voit tous les fournisseurs étrangers. Donc, par exemple, le chantier ICN, qui est en charge de la production des sous-marins, Naval Group est actionnaire aux côtés d'anciennement Odebrecht, autour de 49%. Aguas Azuis, qui est un consortium qui réunit TKMS, Embraer et une des filiales d'Embraer. Pareil, on voit que TKMS a racheté un chantier naval brésilien, Oceana, qui va réaliser les frégates. AKR, qui est en charge de la production des avions F-39 Gripen, Saab est monté dans l'actionnariat aujourd'hui à hauteur de 42,2%. Et Libras, depuis janvier 2023, appartient à 100% à Airbus Helicopters. Iveco Vehicles de Defesa, c'est une filiale de l'italien Iveco. Ares, une filiale d'Elbit, etc., etc. Donc voilà, on voit que les programmes de modernisation ont permis de localiser les industries défense et les sites de production à l'aide de capitaux étrangers. Ça se fait avec les fournisseurs étrangers dans le cadre de ces filiales. Et donc, le plan de modernisation suit son cours. Sauf que les budgets de défense sont très fortement contraints, comme tous les budgets de la région. Le Brésil n'y déroge pas. Pour 2023, pour donner des exemples, 7% du budget de la défense est dévolu au financement des programmes stratégiques. 7%, ce qui est une goutte d'eau. Pourquoi ? Parce que les budgets de défense brésiliens font face à 3 problématiques budgétaires majeures. Comme tous les pays latino-américains, c'est le poids des dépenses de personnel. Déjà, en 2023, c'est 77% du montant total. En France, c'est autour de 40%, pour donner une idée. Et sur la moyenne, en 2011-2021, c'était plus de 80%. Le deuxième problème, c'est l'inflation. Certes, le budget de la défense en 2023 a augmenté en valeur nominale, mais en valeur réelle, il a baissé de plus de 4 points. Et le dernier point, c'est l'absence d'un cadre de financement pluriannuel des grands programmes d'armement, qui du coup rend les programmes susceptibles aux différents aléas politiques ou aux aléas économiques que peut rencontrer le Brésil. D'ailleurs, le plafond des dépenses publiques qui a été voté en 2016 constitue un énorme frein pour le budget de la défense brésilien, comme tous les autres budgets de la santé, l'éducation. Et en gros, ce plafond, qui est voté pour 20 ans, pour une période de 20 ans, oblige le budget à ne pas augmenter plus vite que l'inflation. Donc en fait, on est contraint par l'inflation. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les programmes stratégiques, certes, sont financés, mais en fonction des budgets disponibles, ont rencontré des fortunes diverses. Le plus emblématique, c'est pour le programme de sous-marins brésilien à propulsion nucléaire. Celui-ci a pris plus de 6 ans de retard sur le développement par rapport aux estimations initiales. Ou l'autre moyen levier pour faire face aux baisses des dépenses, comme dans toutes les armées du monde, c'est de baisser la cible des acquisitions d'un matériel. Donc, en l'occurrence, le C-390, qui est la tête de proue d'Embraer en matière d'offres d'équipement militaire. Donc là, on est passé de 19 unités en 2022 qui seront commandées contre 28 initialement. Donc ça, ce sont des exemples. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Là, je vais vous montrer les principaux investissements de défense qui sont budgétés en 2023. Donc on voit les priorités. C'est essentiellement le naval qui sort son épingle du jeu, avec le financement des frégates type Tamandaré, les sous-marins conventionnels, le développement de chantiers navals et de bases navales pour la marine, et la modernisation plus généralement des équipements de la marine et de ses corvettes. Et enfin, le financement du développement du sous-marin nucléaire. On a également l'acquisition de 5 unités de F-39. Et donc, en fait, on voit que ces programmes qui ont été lancés dans les années 2010 continuent de peser très fortement sur les budgets de la défense brésiliens. Si certes, ils ont été annoncés en 2010, pour atteindre les cibles qui ont été annoncées, ça va être une gageure.
Et ça impacte évidemment les ambitions capacitaires et les autres besoins capacitaires des armées. Et donc, en fait, il y a, pour reprendre ce que disait Olivier Daben, beaucoup d'incertitudes et là, beaucoup de questionnements, y compris sur les programmes d'acquisition. Certes, le 20 janvier, les représentants des forces armées ont présenté au président Lula les priorités capacitaires selon les armées, donc on retrouve les grands programmes stratégiques, mais il y a d'autres priorités qui sont là, qui ont été rabâchées pendant pas mal d'années, dont on ne les voit plus trop, qui n'ont pas forcément été communiquées, c'est la cyberdéfense et le spatial, qui sont deux priorités énormes pour les armées brésiliennes, mais dont les financements ont été assez lacunaires. Et à côté de ces priorités, il y a des ambitions, il y a des intérêts qui restent à concrétiser ou à confirmer. On parlait probablement d'obus automoteurs 155 mm à roue, donc là je regarde plutôt vers un acteur français. On parlait probablement de la volonté d'acquérir des hélicoptères d'attaque, ou alors à défaut, ou dans un premier temps, des hélicoptères moyens polyvalents. Évidemment, les besoins en drones tactiques sont très importants, comme dans toutes les armées. Les questions d'équipements liés aux protections des infrastructures critiques est un point important, ainsi que les satellites de communication. Donc voilà ma présentation. Là, on en est effectivement à la période des incertitudes budgétaires et qui sont à la fois qui résultent à la fois des programmes lourds qui ont été lancés dans les années 2010 et qu'il conviendra de mener jusqu'au bout, et les ambitions capacitaires qui vont arriver dans les prochaines années. Merci beaucoup, Kevin. Désormais, on va parler des enjeux plus militaires, directement militaires, et on est ravi d'avoir ici avec nous le général Charles Orliange, qui a été pendant 4 années, attaché de défense près de l'ambassade de France au Brésil, à Brasilia, et qui va maintenant prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis presque embarrassé parce que tout ce qui a été dit est fort juste, mais c'est en grande partie des points que j'aurais moi-même pu évoquer en tant qu'ancien attaché de défense. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'attaché de défense n'est pas un académique comme ceux qui m'entourent. C'est un acteur officiel étatique qui intervient au sein de l'ambassade en tant que représentant du ministère des Armées, conseiller pour les questions de défense de l'ambassadeur et le principal acteur de l'interface, faisant l'interface entre l'appareil militaire de défense, à la fois les armées, le ministère de la Défense et l'industrie de défense entre les deux pays d'accréditation, donc le pays d'origine et le pays d'accréditation. Voilà. Donc j'ai eu l'honneur d'exercer cette fonction, entre autres au Brésil, durant 4 années, de 2016 à 2022. Mon successeur est toujours en place, le successeur de mon successeur est dans la salle. Donc, je me réjouis de cette continuité et c'est l'occasion de dire qu'au-delà des soubresauts et des va-et-vient de la relation politique, la diplomatie de défense et l'action de la défense et de l'industrie d'armement entre deux pays comme la France et le Brésil s'inscrivent dans une logique de long terme, dans la permanence. Et il s'agit d'éviter de tout détruire aux aléas, au gré de périodes de tension ou de périodes de crise politique. Les enjeux et l'analyse et les enjeux de défense vont beaucoup plus loin. Donc, quel était l'avantage d'être resté 4 ans, même si c'est un petit peu vieux? C'est justement de pouvoir, je pense, discerner le conjoncturel du structurel. Et donc, je pense qu'il est intéressant que je revienne rapidement sur le contexte politique parce qu'il est éclairant sur un certain nombre de décisions qui ont été prises à l'époque. Ça a été rappelé sur le lancement des grandes politiques industrielles. Ça a été rappelé aussi sur le premier mandat du président Lula. Je suis arrivé en fait en 2016, à la fin du tandem qui était constitué par la présidente Dilma Rousseff, de gauche, successeur désigné du président Lula, qui assurait la continuité, mais dans un contexte beaucoup plus délicat et avec beaucoup moins d'habileté, et Michel Temer, qui était son vice-président. Il a été longtemps, de 2011 à 2016, et qui n'était pas du même bord politique qu'elle, mais c'est le charme de la démocratie brésilienne, quand on essaye de dire, promouvoir une vision commune de la démocratie, on n'a pas les mêmes constitutions,
on n'a pas les mêmes histoires et on n'a pas les mêmes lectures ni visions de la démocratie. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir parce que c'est important. C'est la source de nombreux malentendus, je pense. Le président Michel Temer, de 2016 à 2018, suite à la destitution de la présidente en titre, Madame Rousseff, est devenu lui-même président et a opéré un virage politique flagrant, ce qui est assez surprenant pour nous. Le vice-président d'une présidente de gauche, il est devenu un président assez à droite. 2016 à 2018. Et puis, donc, j'ai vu arriver, évidemment, le président Bolsonaro en 2018, donc jusqu'à la moitié de son mandat, j'étais donc en poste. À mon arrivée, l'ombre tutélaire et polarisante dans la vie politique du président Lula depuis 2008, et ces longs déboires judiciaires qu'on a tendance parfois à ne pas rappeler, mais qui sont très palpables au Brésil, et en particulier dans l'appareil militaire, et dans une grande partie de la sensibilité des forces armées continue à être un facteur très, très présent dans la mémoire. Le président Lula a eu de longs déboires judiciaires avec le juge Moreau, des scandales à répétition. On connaît les scandales de corruption, Petrobras, le géant de la viande JBS, Odebrecht, le géant de la construction, des achats immobiliers contestés qui lui ont valu quand même des condamnations. Donc, de ce point de vue-là, on était dans une logique au moment où je suis arrivé, et en particulier au moment où on s'est retrouvé confronté à des difficultés avec le Brésil sur les budgets de la défense et le paiement de ce que la défense s'était engagée à payer, notamment sur le programme des sous-marins. On avait donc des généraux, des amiraux qui nous expliquaient que le Brésil traversait une triple crise, une crise politique, une crise économique, et qui était sévère, hein, et une crise morale. Tout ça était un petit peu dans l'ambiance. Alors, ça m'amène à parler des forces armées brésiliennes parce qu'on a tendance à lire et à penser que les forces armées brésiliennes sont très politisées. Moi, ce que j'ai vécu, c'est des forces armées qui ont le souci de se présenter et d'agir comme un appareil, un organe de l'État qui défend une vision du Brésil national, fédéral, et qui n'entre pas dans la politique politicienne. Cette absence de politisation, on a pu la voir sous Lula, sous Dilma Rousseff, où les forces armées se sont totalement abstenues d'une quelconque opposition apparente ou même sous-jacente. Donc cette loyauté, c'est une loyauté envers la Constitution de 1988, qui est une constitution de la redémocratisation. Cette Constitution a tourné la page d'une période de dictature, dictature militaire, régime militaire, on l'appelle comme on veut, selon qu'on est de droite ou de gauche au Brésil. Toujours est-il que les armées ont tiré les leçons et on ne les y reprendra plus. Et donc là, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience que, à la fois pour les programmes stratégiques d'armement sur le long terme, sur le positionnement du Brésil vis-à-vis des Nations Unies et dans les opérations internationales, dans les partenariats bilatéraux avec un certain nombre de grands pays, les forces armées brésiliennes ne remettront plus les doigts dans la politique parce que c'est trop dommageable. L'isolation que ça peut générer est extrême. On a vu ce qui s'est passé avec le président Bolsonaro en termes d'isolation. Les forces armées, on pourra en reparler, hein, sur certains personnels des forces armées qui ont épouser cette thèse politique, ils sont très minoritaires et en aucun cas les dirigeants des forces armées, armées de terre, marine et armées de l'air, ne se sont alignés ou positionnés sur la ligne du président en exercice. Ils se sont même parfois opposés. C'était le cas notamment sur, j'en veux un exemple qui m'avait frappé, c'est la politique Covid, où en opposition nette avec les déclarations tonitruantes du président Bolsonaro, le chef d'état-major de l'armée de terre a donné l'ordre ferme et définitif à toutes ses troupes de s'aligner sur les positions de l'OMS et de porter le masque, y compris au palais présidentiel. Bon, c'est un exemple, mais peut-être anecdotique, mais qui, à mon sens, est assez révélateur. Donc, ensuite, au niveau des forces armées, l'impression que j'ai eue en arrivant, c'était d'avoir affaire à des forces armées qui étaient sous-financées et qui restaient sur un modèle de forces armées que j'avais connu moi en entrant dans les armées françaises comme lieutenant pendant la guerre froide.
c'est-à-dire des très grandes unités blindées, mécanisées, niveau brigade, niveau division, réparties en partie autour des frontières, beaucoup dans le sud pour les unités blindées, bien sûr, assez éparses et symboliques, pour ainsi dire, en Amazonie, hormis sur les frontières, mais loin de pouvoir contrôler les 17 000 kilomètres de frontières brésiliennes. Quand on parle, j'y reviendrai dans la relation transfrontalière, qui est un des volets importants de la relation militaire bilatérale, quand on parle des quelques 700 kilomètres de frontières que nous avons avec le Brésil, qui est la plus longue frontière pour nous, les Brésiliens sourient, parce que pour eux, sur 17 000 kilomètres, la frontière française, la frontière avec la Guyane, elle est vraiment anecdotique. C'est la deuxième plus petite après le Suriname, comparée aux grandes frontières dans lesquelles ils ont de vrais enjeux de défense face au Venezuela, la Colombie avec les trafics, ou le Pérou ou l'Argentine. Voilà, donc il faut être prudent dans notre regard et notre vision sur certaines réalités. On projette beaucoup de choses, mais la réalité vécue par les Brésiliens est parfois très différente. J'ai trouvé donc également une armée basée sur la conscription, alors que nous étions déjà engagés depuis longtemps dans une professionnalisation. Une armée avec un fonctionnement qu'on appellerait en tuyau d'orgue, où l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air sont totalement indépendantes, ont des budgets et défendent leur budget de manière autonome, et ont des partenaires, ça a été souligné, différents. On se demande même parfois s'ils ne se font pas un point d'honneur à ne pas avoir le même partenaire les uns et les autres. Donc, on est sur les dossiers stratégiques confrontés à la nécessité de traiter avec des chefs d'état-major individuellement pour la conquête des budgets. Et l'échelon interarmé qui, chez nous, fait la synthèse, et l'échelon politique qui, chez nous, finalement, impose beaucoup de choix. Au Brésil, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je fais cette parenthèse tout de suite sur la question de l'armement. Quand il y a un seuil en fait de défense au Brésil. Lorsqu'on a un programme d'armement qui est en dessous d'un certain seuil financier, la décision n'appartient qu'au chef d'état-major de l'armée considérée, de la force armée considérée, qui en général n'est jamais contredit par le pouvoir politique, quelle que soit la couleur de celui-ci. Au-delà d'un certain seuil, le sujet est évidemment plus politique, puisque les enjeux financiers passent au Parlement, et là, les arbitrages politiques peuvent entrer en ligne de compte. Mais si on s'imagine qu'en ayant convaincu par une poignée de main et une visite présidentielle un acteur brésilien au niveau du président que derrière, ça va être suivi des faits, un petit peu comme ça avait été le cas sur le Rafale d'assaut, on s'expose à des déconvenus, parce qu'effectivement, la décision, le chef d'état-major de l'armée de l'air n'a pas voulu s'en laisser compter, et c'est lui qui a choisi et opté pour l'option suédoise à l'époque. Le dernier facteur assez frappant que j'ai rencontré dans les forces armées brésiliennes, c'est une focalisation sur les menaces de l'étranger, sur la défense du territoire, la défense des frontières, la défense des intérêts. Alors, tous les pays ont une défense nationale qui cherche à défendre les intérêts nationaux, c'est évident. Mais il y a une perception au Brésil de la menace telle qu'elle peut venir des régimes non démocratiques comme le Venezuela, Cuba. Il y a eu parfois des incursions, le crime organisé. Donc, la défense des frontières, c'est véritablement une priorité pour le Brésil, alors que nous, avec Schengen, on l'a un petit peu oublié, et on a tendance à penser, même au niveau de la Guyane, que la frontière avec le Brésil, c'est un espace de coopération et non pas un espace de défense. Pour les Brésiliens, il n'y a pas cette maturité dans la réflexion sur les frontières. Pour eux, la frontière, c'est une frontière à défendre. Et si on coopère, c'est parce qu'on identifie une menace, un défi à relever en commun, mais ça reste quand même compliqué. Voilà, donc l'évolution qui a été amorcée en matière de défense, elle a été très très bien mise en exergue. Une évolution qui remonte à 2008, effectivement, et aux premiers documents qui ont été rédigés par la volonté, donc sous le gouvernement Lula. Un premier document de politique nationale de défense, une stratégie nationale de défense et un livre blanc sur la défense nationale. Ces trois documents s'enchaînent et se définissent davantage dans le détail les différents programmes et différents projets, mais fixent la vision générale. Et dans la vision générale du Brésil,
ce qui n'existait pas, puisqu'avant, la politique de défense, elle était un peu faite par les armées. Là, il y avait une volonté de monter en gamme sur une vision stratégique. Et dans la vision stratégique, il y a une sorte de vision concentrique avec un premier cercle qui est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, avec ses voisins immédiats. Et ça, c'est l'enjeu de défense prioritaire. Ensuite, on élargit un petit peu le cercle et on a donc l'Atlantique Sud et on va jusqu'à la côte africaine, donc le golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que la vision stratégique du Brésil repose essentiellement sur ses intérêts du commerce extérieur. 90%, au moins 90% du commerce extérieur brésilien passe par la voie maritime, par l'Atlantique Sud. On exporte très très peu vers les pays frontaliers de l'Ouest, leurs voisins. L'essentiel de leur trafic, c'est avec la Chine et l'Europe et les États-Unis, et tout ça passe par l'Atlantique. Et donc, la défense des voies maritimes et la lutte contre la piraterie s'inscrivent dans cette vision d'un espace stratégique que les Brésiliens ont appelé, pour faire un peu le pendant de l'immense défi que représente pour l'armée de terre le contrôle de l'Amazonie, cette Amazonie verte. Ils ont appelé le programme, l'ensemble des programmes de contrôle de l'Amazonie, de l'océan Atlantique Sud, le programme Amazonia Azul, l'Amazonie bleue. Et donc, cette Amazonie bleue comprend à la fois la marine de surface, les enjeux des sous-marins et la coopération avec les pays de la côte africaine qui permet de contrôler tout cet espace et de se garantir de toute forme de menace. Il est important de comprendre que dans cette vision stratégique, le Brésil a pris conscience qu'il y avait des menaces. Et un des moments clés de la prise de conscience de l'existence de menaces sur les intérêts brésiliens, c'est la découverte et l'exploitation du pétrole dans le champ qui s'appelle le champ du Pré-Sal, dans le sud du pays. Depuis, ils en ont même découvert un peu plus au nord. Mais donc, l'essentiel des champs qui ont donné lieu à une mise en exploitation avec des partenariats, mais notamment Petrobras a fait sa richesse là-dessus. Bon, c'est ce qu'il en est devenu, mais néanmoins, cette manne de richesse pétrolière, pour le Brésil, c'était susceptible d'attirer des convoitises à un moment ou à un autre dans l'histoire à venir du Brésil. Brésil qui, à la différence des pays européens, ne peut pas s'appuyer sur des alliances militaires comme l'OTAN, ou sur des partenariats de solidarité forts comme l'Union européenne. Et donc, on est face à un Brésil qui se dit j'ai des enjeux stratégiques à défendre et je suis seul. J'ai donc besoin d'une politique nationale. Néanmoins, alors, cette politique s'est accompagnée de la création de ces fameux projets stratégiques. Alors, on a voulu monter en gamme au niveau du ministère de la Défense, donc on a créé un état-major conjoint pour interarmiser. On a créé donc la création du ministère de la Défense au Brésil est récente, une dizaine d'années, et la création de l'état-major conjoint remonte à cette période-là où on a voulu interarmiser. Le chemin vers l'interarmisation est loin d'être terminé, il est loin d'être abouti, parce qu'il n'y a pas l'aiguillon des opérations. Et donc, on a toujours un chef d'état-major des armées au Brésil qui est un niveau hiérarchique en dessous des chefs d'état-major d'armée. Il est un niveau nettement en dessous. Et lorsque les armées défendent leur budget, elles continuent à défendre leur budget national, leur propre budget. Et les projets interarmés sont finalement un petit peu défavorisés. Donc, parmi les projets interarmés, on avait d'ailleurs un programme français que vous n'avez pas cité, à ma grande surprise, vous avez été complet partout, mais le fameux programme Elibras, la création d'une entreprise d'hélicoptères qui s'appelle Elibras, les hélicoptères du Brésil, qui… pardon, vous l'avez évoqué, j'étais inattentif, je m'en excuse. Et donc, la société Elibras a été la première à avoir un programme de construction au Brésil d'hélicoptères à la fois pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Le programme HBX, exactement, HBRX. Et donc, ces hélicoptères sont des hélicoptères que l'on connaît bien chez nous, de la gamme Caracal, qui donne entièrement satisfaction, mais que les Brésiliens trouvent extrêmement coûteux, cher à l'acquisition et cher à l'entretien. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. L'évolution donc vers l'interarmisation a
donc ça j'ai déjà évoqué, sur l'Amazonie verte, l'Amazonie bleue, et pour l'armée de l'air, la surveillance de l'espace aérien qui recouvre l'ensemble du territoire, plus le territoire au-dessus de l'Atlantique. Donc, ce sont les grands enjeux pour les trois armées. S'y sont rajoutés 3 enjeux stratégiques qui ont été choisis. Alors, évidemment, au hasard, il y en a un pour chaque armée. Le spatial pour l'armée de l'air, avec l'acquisition de satellites, mais aussi la base spatiale de lancement d'Alcantara, dans le nord, près de la frontière, pas très loin de la Guyane, où les Brésiliens ont une base aérienne qui avait fait l'objet de lancements expérimentaux dans le passé avec des accidents mortels. Et donc, les financements avaient été en panne, mais aujourd'hui, il y a quelque temps, une relance du programme spatial, là aussi avec un appel à des investissements étrangers et un certain nombre de compagnies américaines, coréennes, chinoises manifestent de l'intérêt. Donc là aussi, la coopération spatiale avec la Guyane semble plutôt mal partie, mais on verra de quoi demain sera fait. Également, les forces armées, je les ai trouvées dans une phase d'engagement très fort dans l'ONU. Là, on passe sur le volet plus opérationnel. L'engagement des forces, notamment des contingents générés par l'armée de terre. Alors, c'est une armée de conscription, donc ils faisaient comme on faisait nous dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils prennent les volontaires pour aller servir à l'étranger et ils constituent des contingents qu'ils forment, qu'ils font certifier par l'ONU et qu'ils envoient dans les opérations. L'opération phare pour le Brésil a toujours été Haïti, où pendant 15 ans, ils ont la fierté d'avoir obtenu d'excellents résultats dans le maintien de la paix. Ces opérations de maintien de la paix, pour nous, ça aurait été très intéressant, avec la fermeture de la mission MINUSTA en Haïti, de voir le Brésil continuer son engagement au profit de l'ONU et s'engager sur des missions où on aurait pu interagir davantage sur le théâtre. Ça aurait pu être le Mali, ça aurait pu être la République centrafricaine, mais là, on s'est heurté à des visions stratégiques divergentes, puisque lorsque la MINUSTA s'est terminée en Haïti, les militaires avaient pour ambition et pour volonté de continuer à armer des opérations de maintien de la paix avec des contingents significatifs et un leadership visible. C'était une volonté des militaires. Politiquement, à l'époque, le président Temer était dans une logique différente et l'Itamaraty, le ministère des Affaires étrangères, n'était pas non plus très chaud pour s'engager en Afrique et exposer les soldats brésiliens à des menaces bien différentes de ce qu'ils connaissaient en Haïti, des menaces effectivement en Centrafrique ou au Mali a fortiori, dans des pays où les pertes étaient quand même significatives. Le Brésil n'y a pas consenti politiquement. Et donc, on a eu une baisse de l'engagement au sein de l'ONU, même s'il continue à armer, comme il le faisait depuis toujours, de multiples opérations. Ils sont en saupoudrant, ils sont très présents dans de nombreuses opérations de l'ONU de par le monde, et ils arment notamment la mission au Congo avec un général brésilien qui dirige cette mission. Mais ça reste très, très symbolique et le seul engagement international du Brésil. Ce qui est également intéressant, c'est cette volonté de monter en gamme de la base industrielle et technologique de défense. Je ne vais pas y revenir très longuement. Il y avait ce géant Embraer, la volonté de conquête des marchés à l'export pour ses fleurons, le KC-390, le Super Tucano, mais aussi pour Avibras, des produits comme le lance-roquettes multiple Astros 1, Astros 2, le missile de croisière aussi d'Avibras, un missile de croisière 300 km de portée. Voilà, un certain nombre de développements, des développements qui sont faits parfois également en coopération pour le missile de croisière avec l'Afrique du Sud. Voilà, donc des partenaires très, très diversifiés. Et j'y reviens, donc ces 3 priorités stratégiques, le nucléaire pour la marine, le spatial pour la force aérienne brésilienne et le cyber pour l'armée de terre. Maintenant, sur la relation bilatérale qu'anime l'ambassade, la mission de défense, essentiellement ces 3 volets. Le premier volet, ce sont les opérations, donc avec le souhait de s'engager conjointement sur certains théâtres, la coopération, l'appui à la coopération industrielle et puis la coopération transfrontalière. Alors, qu'est-ce qui a changé
dans tout ce constat en 2018 avec l'arrivée du président Jair Bolsonaro. Finalement, pas énormément de choses. Les militaires ont tout de suite indiqué très clairement que pour eux, il était primordial et essentiel de conserver les liens qui les unissent nécessairement avec leurs partenaires stratégiques, européens, américains, mais enfin tous leurs partenaires stratégiques, indépendamment des orientations politiques. Alors certes, les Américains ont un peu bénéficié d'une période favorable temporairement, mais globalement, si vous voulez, les choses n'ont pas énormément changé dans la manière dont les programmes stratégiques ont été conduits. De même dans la stratégie générale. Pourquoi alors je ne reviendrai pas sur le président Bolsonaro, la manière dont il a été élu, les soutiens qu'il peut avoir, mais je pense qu'il est important quand même de revenir plutôt sur ce qu'on a appelé la militarisation de la politique ou la politisation du militaire. Je pense qu'il faut là essayer de raison garder et avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de politisation de l'appareil militaire en lui-même. Il y a eu une militarisation de la politique, c'est clair, puisqu'il y a eu une volonté du président de s'appuyer sur un certain nombre de relais militaires, de sympathisants, qui sont parfois des forces armées, mais parfois des militaires qui n'appartiennent pas aux forces armées, puisque ce que l'on oublie souvent quand on parle des militaires au Brésil, c'est qu'il y a deux mondes très différents qu'il convient de distinguer. Il y a le monde des forces armées, c'est un outil fédéral, avec cette loyauté à la Constitution et la mission des forces armées. Et puis, vous avez la police militaire, les polices militaires. Dans chaque État, puisque c'est un État fédéral, dans chaque État, le gouverneur, de par la Constitution, a sa police, ce qu'on appellerait, nous, on pourrait appeler ça une police régionale, une police municipale à l'échelle d'un très grands États. Donc, le gouverneur a totalement autorité. Il recrute, il fixe la doctrine, les équipements. La police militaire n'appartient pas à l'armée. La police militaire appartient au gouverneur. Et cette police militaire a été très sensible à la politisation. On en a eu beaucoup qui se sont présentés, qui ont été élus au Parlement comme députés. On a eu également des policiers militaires. C'est probablement eux dans les enquêtes telles qu'on le voit aujourd'hui sur l'événement qu'on a comparé à la prise du Capitole aux États-Unis, donc à Brasilia, les actions de prise d'assaut du Parlement, des bâtiments publics à Brasilia ont été faits avec des complicités dans la police militaire de l'État du gouverneur qui était bolsonariste. Donc, on a un certain nombre de cas qui se présentent comme ça. On a quelques militaires en retraite, quelques généraux en retraite qui ont rejoint le président Bolsonaro. Bon, moi, je suis moi-même général en deuxième section. On reste quand même loyaux, mais on est moins lié à l'institution que lorsqu'on est active. C'est le cas aussi au Brésil, où vous avez certains généraux français qui sont sur les plateaux de télévision, donner leur opinion. On a plus de liberté de parole, et au Brésil, c'est la même chose. Et certains de ces généraux ont rejoint l'appareil d'État. Et là, ce qui a fait beaucoup plus grincer les dents, à la fois chez les observateurs, dans l'opposition brésilienne et même dans l'appareil militaire brésilien, dans la haute hiérarchie militaire, c'est lorsqu'un général d'active a accepté un poste de ministre. C'était le ministre de la Santé à l'époque, qui n'a évidemment pas fait des merveilles. Mais donc ce général, par opportunisme, par carriérisme personnel, a désobéi à sa hiérarchie militaire et a rejoint un portefeuille ministériel, ce qui était une première. Et effectivement, ce qui a été très, très critiqué, à juste titre, y compris par les hautes autorités militaires. Voilà, donc il faut effectivement, je pense que c'était important de faire ce distinguo, parce que je n'ai de mon côté jamais eu de doute sur le fait que l'armée brésilienne n'interviendrait pas pour faire un coup d'État, bien que de nombreux bolsonaristes faisaient des piquets de présence devant les casernes en essayant même parfois en insultant les généraux, en les traitant de melancia, de
de pastèque, c'est-à-dire uniforme vert à l'extérieur mais rouge à l'intérieur, parce que l'anticommunisme est très virulent chez les bolsonaristes. Et donc, ils accusaient les dirigeants, les chefs d'état-major des armées d'être eux-mêmes communistes parce qu'ils ne faisaient pas le coup d'État pour remettre Bolsonaro au pouvoir, et en dépit de la défaite électorale qu'ils contestent. Voilà, donc ces événements-là sont effectivement difficiles à comprendre si on n'a pas un peu les clés de la vie politique brésilienne et de ses attendus et dynamiques sous-jacentes. Qu'est-ce que je peux ajouter sur la relation bilatérale? Je pense qu'il y a une autre dimension qui est importante à comprendre, c'est un champ de bataille idéologique un peu qui se livre sur l'Amazonie. Pour les souverainistes, et les militaires sont des souverainistes, l'Amazonie, ils ont un slogan, hein, Amazonia est nossa, l'Amazonie est à nous, mais c'est une évidence, puisque j'imagine pas que la France accepte une internationalisation de la Guyane. Bon, lorsqu'on a un territoire, on est souverain sur ce territoire. Donc il y a eu un certain nombre de déclarations tendant à vouloir considérer que l'Amazonie devait être sous une forme de gouvernance internationale, retirée finalement à la souveraineté du Brésil. C'est quelque chose qui choque profondément au Brésil. Et donc, il faut en être conscient. On peut promouvoir des politiques vertueuses dans un pays par la diplomatie, par la négociation, lui dénier la souveraineté sur son propre territoire, ça devient quand même beaucoup plus délicat. Donc, c'est une réflexion qu'il convient d'avoir dans cette bataille idéologique. Sinon, on offre des armes à des adversaires qui considèrent que tout ce que l'on fait en Amazonie n'est tourné que contre le Brésil, contre sa souveraineté, et ce qui est finalement très contre-productif. Voilà, donc ce sont ces malentendus qui peuvent parfois peser. Il y a un autre malentendu ou une autre méconnaissance du territoire, du Brésil, qui en France peut poser problème, c'est la surestimation du pouvoir réel du président de la République. Le président de la République brésilien, la République fédérative du Brésil, les pouvoirs sont très répartis entre d'abord l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le pouvoir du président de la République n'est pas aussi fort que dans la Ve République en France. Et en plus, il est confronté sur l'ensemble d'un territoire qui est immense à un rapport de force très inégal. Les moyens de l'État fédéral sont très comptés, très limités, très faibles, en comparaison avec les moyens dont dispose le gouverneur pour faire valoir ses politiques. Et lorsque le gouverneur est dans l'opposition, ça devient compliqué. Et les moyens dont dispose un président de la République sont réduits, y compris d'ailleurs pour agir en Amazonie, ce qui fait que voilà, le président Lula ne fera pas beaucoup de miracles non plus s'il y a des feux massifs de forêt. En revanche, bon, c'est vrai que pour la déforestation, il y a débat. Donc, voilà, il faut relativiser, mais pour autant, ce sont des enjeux importants. Il y a également un autre enjeu important qui est celui au niveau stratégique de la position du Brésil. Vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est quelque chose qui irrite, je pense, beaucoup nos diplomates. C'est la position sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, où le Brésil est assez allant. Alors que, évidemment, pour nous, c'est une vision un petit peu plus mesurée que l'on a par rapport à une interdiction totale, pour des raisons de dissuasion. Voilà. La relation transfrontalière, je pense que c'est important de terminer là-dessus. La relation transfrontalière, elle repose sur également une difficulté qui est, si vous voulez, outre le malentendu politique du discours sur le discours amazonien, il y a un malentendu stratégique,
Parce que certains analystes stratèges brésiliens considèrent que la France est une présence sur le territoire sud-américain qui n'est pas légitime, que c'est une survivance coloniale et que voilà, le Brésil veut bien discuter avec Paris, mais discuter avec Cayenne, le préfet, c'est pour eux une manifestation d'une non légitime. Donc c'est une ambiguïté dans le positionnement. Alors autant au niveau militaire, la relation peut se développer, se déployer sur des bases de coopération opérationnelle très franches, très directes et voilà, très efficientes et en progrès, malgré là encore le cloisonnement interarmé. Mais on a quand même la difficulté politique d'un Itamaraty, d'un ministère des Affaires étrangères brésilien, qui ne vient pas très facilement au contact de la Guyane, et pas seulement pour des raisons de distance, puisque la relation qu'entretient le Brésil avec le Suriname ou le Guyana ou l'ensemble des autres pays n'est pas de même nature. Voilà, donc c'est une première difficulté. Il y a une deuxième difficulté, elle est plus consulaire et diplomatique, c'est le problème des visas. On connaît les déboires de l'ouverture du pont sur le Yapoc qui sont difficiles à résoudre. Donc on a une coopération, un paradoxe transfrontalier, et je pense qu'il est possible de le développer, de développer la coopération, possible et souhaitable, parce qu'on a les mêmes enjeux à relever par rapport au trafic transfrontalier, trafic de drogue, pêche illégale. On a beaucoup de choses à faire ensemble et on le fait. Mais on le fait d'autant mieux qu'on le fait en dessous des radars. Et donc, je pense que pour que la relation militaire transfrontalière se déroule bien en Guyane, voilà, je pense qu'il n'est pas forcément opportun d'en faire un objectif stratégique de haut niveau. Voilà. Et puis, je pense simplement, pour terminer, vous dire que finalement, les priorités stratégiques de la France et du Brésil ne sont pas toujours partagées, mais on a un certain nombre d'atouts à cultiver. La coopération industrielle, sur le long terme, c'est le socle, effectivement, avec ICN pour les sous-marins, avec Libras, pardon. Voilà, on est parti sur des décennies. Donc, il ne faut pas que cette relation, c'est sans romantisme, sans illusion. Elle est basée sur les intérêts bien compris, sur le souci de l'équilibre gagnant-gagnant et du respect des engagements. Et à partir du moment où ça continue, quelle que soit la couleur politique, quels que soient les enjeux, le principal sujet, c'est sur les financements. Le deuxième volet sur lequel je pense qu'on pourrait améliorer la coopération en matière de défense, c'est la formation de nos élites, rapprocher nos écoles militaires, d'avoir des stagiaires de haut niveau dans les écoles de guerre, on en a très peu. Voilà, l'IHEDN, le CHEM, les écoles de guerre. Donc on a ici le successeur de mon successeur a pu faire un cursus au Brésil et c'est une évolution que je salue, parce que ça n'existait pas auparavant. Voilà, donc il faut progresser et je pense qu'il y a encore des marges de progression dans ce domaine. Et puis, certains travaux de réflexion stratégique qui pourraient se faire avec un appui discret de la France, parce qu'il y a un fort intérêt brésilien. Ça a été un petit peu indiqué. Notre loi de programmation militaire, le fait que l'on soit capable, avec le Parlement, d'avoir un vote budgétaire annuel, mais avoir également une loi de programmation militaire pluriannuelle qui nous donne une vision et une sorte voilà, qui sécurise partiellement les financements. C'est quelque chose dont les Brésiliens rêvent, dont ils souhaitent s'inspirer, de même que notre DGA et la manière dont on a structuré nos industriels, parce que pour eux, la montée en puissance de leur base industrielle de défense, c'est véritablement la priorité. Tous leurs accords de partenariat, ils ne le font pas avec de multiples acteurs internationaux pour le plaisir d'avoir de nombreux partenaires dans le monde, parce que ça complexifie énormément la maintenance, d'avoir des équipements en s'alimentant chez tout le monde. C'est en grande partie parce qu'ils cherchent, par des transferts de technologie, à monter en capacité dans tous les domaines, en s'appuyant sur le savoir-faire des uns et des autres et en essayant de faire la synthèse. Donc ça, c'est le moteur de leur diversification des partenaires. Et pour eux, voilà, c'est une priorité.
L'autre intérêt pour la France, c'est de lutter contre les trafics transfrontaliers, mais aussi sur l'Atlantique Sud et les Caraïbes, et puis donc, dans le Golfe de Guinée. Et les autres dimensions, les liens avec l'OTAN et l'Union européenne, ou la coopération en matière spatiale. Voilà des pistes qui sont intéressantes à creuser. Enfin, voilà, un conseil pour nos étudiants qui s'intéressent au Brésil. Je ne peux que vous encourager à travailler sur l'histoire militaire qui est la grande oubliée, qui connaît en France des choses auxquelles les Brésiliens sont très sensibles. La mission militaire française de 1919 à 1940, on a formé l'armée brésilienne. C'est nous qui avons instillé la graine de la méritocratie et non pas du népotisme, de la fidélité à la Constitution, avec les généraux qui se sont succédés durant ces décennies avant la Deuxième Guerre mondiale. Qui sait aussi comment le Brésil a proclamé son indépendance du Portugal, avec le rôle de la grande armée de l'empereur Napoléon à l'époque. Qui sait en quoi le régime militaire du Brésil a été différent des dictatures d'Argentine ou au Chili. Qui connaît la nature de l'engagement militaire du Brésil aux côtés des Alliés dans les deux guerres mondiales, et notamment en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, connaître l'histoire, connaître aussi la langue, parce que beaucoup d'experts du Brésil, finalement, sont avant tout des experts de l'Amérique latine hispanophone et n'ont pas accès toujours à des sources primaires en langue portugaise ou à la capacité d'interagir directement avec le Brésil. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ce souci de l'interculturalité et de la compétence linguistique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama très complet de la situation militaire. Je vais sans plus tarder passer le micro à la salle. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur plusieurs volets. Quelqu'un veut se lancer? Oui? Merci. Merci d'abord pour ces deux interventions que j'ai trouvées très, très intéressantes. Je n'aurais pas la prétention de refaire la stratégie militaire brésilienne, mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans ce que le général Orliange a dit, c'est cette importance accordée à la protection des frontières. Si on regarde les frontières brésiliennes, il n'y a pas le moindre différent géographique avec aucun de ses voisins. Et peut-être en dehors de l'armée colombienne qui a une pratique, les autres armées ne sont absolument pas menaçantes. Enfin, la peur du Venezuela, j'ai du mal à prendre ça au sérieux sur le plan militaire. Donc, je comprends un peu mieux ce que vous avez dit sur la protection du Pacifique, de l'Atlantique Sud, c'est important pour les Brésiliens. Mais est-ce que cette obsession pour la protection des frontières, ça n'est pas un reste du passé, en fait, et que les Brésiliens pourraient gagner à évoluer un petit peu sur ce point et à s'occuper peut-être un petit peu plus des questions intérieures. Par exemple, l'Amazonie, si les étrangers s'intéressent autant à l'Amazonie, c'est peut-être parce que les autorités brésiliennes et les militaires en particulier ne s'y intéressent pas assez. Oui, oui. D'autres questions? Commentaires? Donc, merci pour cette question. Donc, je vais essayer de vous répondre. Effectivement, je partage cette vision d'une absence de menace sérieuse du type de ce qu'a pu vivre l'Ukraine avec l'agression russe. Je ne pense pas qu'en Amérique du Sud, aucun des pays voisins du Brésil ne s'aventure à faire quoi que ce soit sur la frontière brésilienne de manière conventionnelle ou de manière militaire. Pour autant, donc c'est peut-être une survivance du passé, mais c'est aussi une manière de justifier la répartition géographique des unités et la présence de manière dissuasive de forces armées conséquentes sur le Sud. Alors, il y a quand même eu les guerres, effectivement, dans le passé, la Triple Alliance, qui laisse des traces. Et il y a aussi eu des guerres civiles, donc sur le Sud,
L'État de São Paulo qui a failli faire sécession à une période de l'histoire, bon, où on avait des tranchées et des luttes massives. Donc le maintien de forces armées significatives sur le sol avec une mission de défense du territoire, y compris sur les frontières, et pas prioritairement sur les frontières, mais y compris sur les frontières, je pense que les Brésiliens n'y renonceront pas par habitude, mais aussi parce que ça justifie leur format et leur budget. L'Amazonie, ce ne sont pas des unités blindées comme on les trouve dans le sud, mais ce sont des unités légères d'infanterie de jungle. On avait un seul commandement de l'Amazonie qui était à Manaus. Maintenant, les Brésiliens ont compris qu'il fallait augmenter leur présence. Ils ont donc quasiment doublé leurs effectifs en Amazonie en dissociant et en créant un deuxième commandement à Belém. Et en rajoutant, ils ont même créé une brigade supplémentaire sur la frontière brésilienne, sur la frontière française là, de Guyane, à proximité de la frontière, à Macapá, dans l'état de l'Amapá, qui est l'état frontalier. Donc on a une densification, ça reste quand même assez sporadique par rapport à l'immensité des territoires, mais une densification de l'occupation par des unités militaires de jungle pour couvrir l'ensemble de l'Amazonie, avec une capacité et des missions qui sont à la fois de combat de jungle, de préparation au combat, naturellement, mais aussi des missions humanitaires, d'intervention dans des communautés indigènes, d'Amérindiennes, où ils vont au contact des populations pour les campagnes de vaccination, pour des campagnes de soins, voilà. Et puis également une forte projection, une opération qui a été montée sur la région de Roraima avec l'afflux de réfugiés et l'accueil de réfugiés vénézuéliens. Donc ça, c'était une grosse opération, très réussie d'ailleurs, d'accueil et de redistribution dans l'ensemble du pays de ces réfugiés par les forces armées, y compris par des moyens aériens. Et une forte application également. Donc, il y a eu la livraison d'oxygène lors de la crise du Covid sur Manaus par les forces armées, un certain nombre d'opérations de ce genre-là, et puis une opération de lutte contre les incendies, puisque finalement, le président de la République n'a pas d'autres moyens, à part quelques agents d'une agence IBAMA qui avait subi des pertes en effectifs et en budget. Mais donc les opérations interarmées sont toujours coordonnées par un état-major militaire et des opérations interagences. Donc en Amazonie, beaucoup des opérations d'envergure nécessitent l'implication de l'armée. Ça a été le cas donc, sur une opération de lutte contre les incendies en Amazonie, avec des moyens qui restent quand même assez faibles. Il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Pour compléter juste ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Les programmes stratégiques, y compris de contrôle des frontières, c'est aussi une manière d'investir le territoire. Le programme le plus emblématique, c'est le programme 6 Front, qui a pour but aussi de moderniser les systèmes de communication militaire et civile. Et donc l'objectif, à travers ces programmes, c'est d'investir les territoires et d'investir dans les territoires. L'outil de défense et les plans de modernisation est aussi a aussi pour but de favoriser l'économie nationale et l'économie locale en développant des clusters aussi d'activités, en intégrant des ingénieurs, donc en élevant le niveau économique et culturel et intellectuel de certains territoires. Et le programme des frontières, il s'inscrit vraiment plus spécifiquement dans cette logique d'investir dans les territoires et plus généralement de moderniser le système de communication civile et militaire. Parce que comme je l'ai dit, le Brésil a déjà du mal aussi à contrôler ses propres territoires, qui est vaste, qui est soumis à de fortes contraintes sur le contrôle sur le contrôle des trafics. Les trafics illicites, qui sont multiples à travers les frontières avec la Colombie, notamment, qui sont vraiment très importants et sur lesquels le Brésil, comme la Colombie, sont souvent démunis. Et c'est une des missions principales des forces armées, c'est le maintien de l'ordre. Attends, je vais peut-être juste rajouter, je profite du passage du micro.
Vous qui êtes un amateur d'histoire, vous savez bien que le baron Rio Branco a réussi à conquérir ou s'approprier des territoires par la voie pacifique dans la région amazonienne. Et depuis, il n'y avait jamais vraiment eu de menace. En fait, l'Amazonie est plutôt considérée comme une protection naturelle que comme un vecteur de menace. Donc, je pense que c'est important à souligner. La seule menace, effectivement, vient du front sud. Et la seule rivalité stratégique au XXe siècle a été le nucléaire. Le dossier nucléaire, peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Mais enfin, on enseigne en général l'exemplarité de la façon dont les Argentins et les Brésiliens ont adopté une politique de transparence qui a permis de mettre fin à une rivalité potentielle sur ce dossier nucléaire. Donc je pense que mais à part ça, il y a effectivement, c'est un pays, le Brésil, qui est relativement bien protégé naturellement par l'océan, par l'Amazonie. Et il y a juste ce petit couloir dans le sud. Mais du coup, ça réduit à pas grand-chose le kilométrage de frontières qu'il faut vraiment protéger. Terre terrestre, oui. Juste une autre petite question. Le livre blanc que vous avez évoqué, si je me rappelle bien, pour la première fois, reconnaissait la nécessité pour les forces armées brésiliennes de coopérer avec d'autres forces armées pour faire face à des défis communs, comme par exemple les questions migratoires, comme par exemple les questions de narcotrafic, etc. Donc, la question, c'est qu'en est-il? Est-ce que ça a été rendu opérationnel ou est-ce que c'est juste un passage, un paragraphe dans le livre blanc qui n'a pas donné lieu à une politique vraiment active d'engagement sur le terrain et de partage de souveraineté, en fait, pour faire face à des défis de sécurité qui sont forcément transnationaux à notre époque. Donc, voilà, quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, alors effectivement, pour lutter contre les trafics, on a sur la coopération transfrontalière eu des progrès qui ont été faits entre justement les forces armées brésiliennes et la fameuse brigade qui a été mise en place à Macapá et les forces armées que nous entretenons en Guyane. Donc on a un état-major des forces armées, interarmées, avec des moyens terrestres, aériens et navals. On essaie de coordonner ces actions et effectivement, on enregistre un certain nombre de progrès. La difficulté réside quand même dans la coordination des moyens côté brésilien pour rentrer véritablement dans des actions combinées interarmées. Mais on avance et on progresse assez bien dans ce domaine-là. L'autre dimension qui a été prise en compte et qui progresse, c'est, je l'évoquais, sur le golfe de Guinée, la lutte contre la piraterie, pour lequel les Brésiliens envoient des bateaux désormais au large et pour interagir dans des initiatives internationales au large des pays du golfe de Guinée. Alors ça se fait soit avec nous, on essaye et on espère qu'ils viennent dans les forums et dans les exercices que nous montons dans cette région. Ça se fait aussi, ça s'est fait dernièrement pour les Brésiliens dans un cadre de coopération avec les Américains, un exercice au Bangame Express qui regroupe des forces navales de 3 pays de la côte ouest de l'Afrique et puis les Américains et le Brésil. Pour compléter sur le volet de la coopération, il y a aussi une coopération industrielle régionale qui se met en place. Et cette coopération industrielle régionale, elle peut amener à déboucher sur de la coopération militaire, puisqu'on a des premières navettes fluviales qui ont été développées à la fois par les Brésiliens et les Colombiens, qui sont donc en service dans les forces armées colombiennes et brésiliennes. Donc on va avoir un retour d'expérience commun, donc une doctrine d'utilisation commune. Donc on peut créer un nouveau cadre de dialogue dans la coopération militaire. Avec les Argentins aussi, un autre pan de potentiel de coopération dans le domaine des véhicules blindés, et qui, pareil, dans le domaine de l'infanterie, peut amener à avoir du matériel commun, donc à se poser des questions communes sur l'utilisation d'un même matériel. Donc c'est aussi un volet assez intéressant à suivre, et c'est une volonté aussi du Brésil d'apparaître comme leader régional, et du coup de trouver des débouchés export, évidemment, pour ces produits. Mais derrière, ça peut déboucher sur des coopérations qui dépassent le cadre industriel. Je vous remercie pour cette conférence. Il y a un acteur stratégique dans l'économie brésilienne qui est la Chine, dont vous avez relativement peu parlé. Comment expliquer justement le manque de partenariat manifestement entre la Chine et le Brésil? Merci. Alors, j'en ai effectivement peu parlé parce que la coopération s'inscrit beaucoup dans le cadre du spatial, ce qui n'est pas forcément un sujet que je maîtrise beaucoup.
Donc, à travers l'Agence brésilienne du spatial, il y a eu beaucoup de coopération sur le programme SBERS, notamment, sur le satellite SBERS, qui ont permis de lancer plusieurs satellites. Et effectivement, la Chine souhaite investir, comme dans beaucoup d'autres endroits, beaucoup plus au domaine de la défense et le domaine de l'armement, ou en tout cas souhaite développer le cadre armement de sa coopération avec le Brésil. Il s'avère que les Brésiliens, jusqu'à présent, dans le domaine hors spatial, ont fait très peu le choix d'équipements de défense chinois. Le dernier en date qui aurait pu être sélectionné, c'était dans le cadre de l'acquisition de véhicules des Centauro italiens. Il y a eu 2 offres concurrentes. Il y avait l'offre de General Dynamics et une offre de Norenco. Et finalement, c'est le choix italien qui a été retenu parce que le véhicule dispose des composants, dispose de 30%, à hauteur de 30% des mêmes composants que le véhicule le Guarani, qui est l'autre grand véhicule blindé des forces armées brésiliennes et qui est développé déjà par Iveco. Donc effectivement, j'en ai très peu parlé parce que c'est beaucoup dans le cadre spatial, mais c'est un acteur qui est quand même très présent et qui souhaite de plus en plus intégrer le continent, notamment au Brésil, mais aussi dans d'autres continents. Oui, donc la place de la Chine dans l'appareil militaire brésilien n'est pas visible, n'est pas significative. Il y a effectivement des velléités et l'ambassade de Chine au Brésil était assez active, notamment à l'époque du Covid, etc., avec des vaccins et autres. Bon, c'est pas très significatif dans le domaine de la défense. Pour autant, je pense que la présence de la Chine dans le paysage, je la mettrais plutôt dans la catégorie des acteurs collectifs des BRICS, où en fait il y a eu une phase de rapprochement au sein des BRICS, une volonté d'impliquer la dimension défense. Je pense que les états-majors brésiliens ont été assez réticents. Et donc, il y a très peu de choses qui finalement sont très opérationnelles et concrètes. Enfin, il faut regarder. Il y a effectivement des intérêts qui auraient pu se faire jour dans le domaine du cyber, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'espace. Force est de constater que les choses se passent en dessous des radars et qu'il n'y a pas grand-chose de visible. Et je pense que la mode des BRICS est un peu redescendue. Il y a eu également une autre période, on parle en rebondissant toujours sur les acteurs BRICS, au-delà de la Chine, il y avait la Russie. Il y a eu une période très faste pour la relation entre le Brésil et la Russie, à l'époque de Lula d'ailleurs, et de Dilma Rousseff, y compris l'acquisition d'hélicoptères MiG Mi-28. Et donc, ces hélicoptères d'attaque russes qui ont été en service dans l'armée de l'air brésilienne pendant quelques temps et dont ils se sont débarrassés en disant que, bon, voilà, plus jamais ça. Oui. Oui, bonsoir. 2 petites questions. Une première question, vous avez indiqué que l'armée brésilienne était une armée de conscription. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur le passage à une armée de métier ou pas du tout? Et puis, deuxième question, de manière plus générale, vous avez indiqué qu'il y avait un clivage de par la position du Brésil par rapport à la situation en Ukraine. Qu'est-ce qui fonde cette position brésilienne à l'égard du conflit ukrainien? Merci. Bonsoir à tous, merci pour les interventions. Vous avez tous les 3 évoqué le mandat de Bolsonaro et les perspectives avec l'arrivée de Lula. Moi, ma question porte sur Bolsonaro justement. Comment vous voyez la suite pour lui post-présidence et quel va être son positionnement vis-à-vis de Lula? Est-ce qu'on est face à un Trump bis où il sera beaucoup plus en retrait? Voilà. Je veux bien dire quelques mots. Enfin, votre question, elle est compliquée. Personne n'a une boule de cristal ici. Donc, bon, on peut spéculer sur la base d'expériences analogues ailleurs dans le monde, peut-être, parfois. Et puis surtout, on peut partager. Je peux vous donner mon avis, mais ça n'est qu'un avis, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments objectifs pour répondre à une telle question. Mais si on juge par l'évolution de Trump, par exemple, on peut partir comme ça. On se rend bien compte que son retour annoncé est plus compliqué que prévu, puisqu'il y a déjà plusieurs candidats qui sont déclarés au sein du Parti républicain et que c'est un parti politique qui se rend compte à quel point en fait, il peut représenter une certaine nuisance. Donc en fait, moi, je pense qu'il y a un certain parallèle à faire et je dirais que
Peut-être que Bolsonaro a contribué à reconstruire un grand mouvement de droite dans son pays. Mais vu les caractéristiques du jeu politique brésilien que vous avez évoqué, qui est fait de multiples alliances, il arrivera un moment où ils vont comprendre que ce personnage-là leur est nuisible. Et moi, je ne vois pas d'avenir politique. Alors là, vraiment, je vais m'avancer au risque de complètement me tromper, mais je ne lui vois pas un très grand avenir politique. Voilà, pour ces raisons-là. Pour ce qui est de l'autre question concernant la guerre, il y avait eu déjà un premier plan de paix par un président mexicain, qui avait rapidement été enterré. Et là, c'est un petit peu une deuxième initiative, mais là aussi, il faudrait avoir une boule de cristal parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Lula veut peut-être répéter la même opération pour le nucléaire iranien qui n'avait pas été une réussite, on s'en souvient. C'est-à-dire cette volonté de jouer un rôle important sur la scène internationale et donc qui a un leadership, qui a un protagonisme important. Mais comment s'y prendre? Évidemment, quand il y a une guerre, c'est un moment important pour cela. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a annoncé? On ne sait pas. Je pense que peut-être que lui-même ne le sait pas. Enfin, tu veux peut-être ajouter quelques éléments si tu veux. Mais voilà, c'est pour l'instant un dossier qui est compliqué. On voit bien où il veut en venir. On voit bien comment il peut l'instrumentaliser. Mais concrètement, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il a refusé d'envoyer des munitions, par exemple. Et donc, quelqu'un contre mission dans la guerre, il refuse. Oui, je voudrais simplement répondre à la question concernant la conscription. Alors, à mon sens, la professionnalisation, si j'ai pu lire ici ou là quelques réflexions qui, à mon sens, sont des réflexions d'experts qui s'interrogent, je n'ai pas connaissance d'évolution majeure vers une armée de métier au Brésil. Ma lecture est la suivante. Primo, le service national brésilien, donc la conscription brésilienne, fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement parce qu'on a une population jeune. C'est un pays dynamique avec une forte natalité, avec une population extrêmement volumineuse, 300 millions, l'équivalent de l'Union européenne. Et donc, des forces armées qui, vu leur format actuel, même si c'est des gros bataillons, ça reste néanmoins, pour un système de conscription extrêmement confortable, de trouver la ressource suffisante, et elle est même pléthorique. Autrement dit, le système de conscription se passe de la manière suivante. Une petite campagne en disant « attention, c'est obligatoire de se faire recenser ». Les jeunes Brésiliens vont se faire recenser de par la loi. Ils ne sont pas très inquiets. S'ils sont en bonne santé et qu'ils sont volontaires, et ils sont nombreux à être volontaires, ils ne sont pas sûrs d'être retenus parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, pour tous les volontaires. Donc, conséquence, celui qui ne veut pas faire son service militaire, qui ne veut pas être retenu, il y a de grandes chances de ne pas y passer. Voilà. Donc, le système, finalement, est très, très bien vécu puisqu'il y a de la demande et que les jeunes qui rentrent dans les forces armées sont très demandeurs de cet escalier social que représentent les forces armées, de cette opportunité pour des gens souvent de classes défavorisées de pouvoir accéder à la méritocratie et au système fédéral sans concours, qui sont les concours d'accès à la fonction publique par ailleurs. C'est une manière de pouvoir sortir de son environnement et de son destin finalement assez peu prometteur du fait d'origine sociale défavorisée. L'armée offre véritablement des perspectives. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont très demandeurs. Et ceux qui ont la popularité des forces armées est très, très élevée. Donc, le système de conscription fonctionne bien, n'a pas de raison de se gripper. Donc, je ne vois pas pourquoi le Brésil s'en priverait, hormis l'argument qui a été indiqué, qui est le fait que ça consomme énormément du budget de la défense. On a effectivement plus de 70%, entre 70 et 80% des dépenses de défense qui passent dans les coûts de personnel et les pensions et la réserve. Et donc, ces dépenses sont faramineuses. Elles vont même, il y a même des dépenses confortables. Ils ont un train de vie dans les armées.
qu'on n'a plus chez nous depuis longtemps. Ils conservent beaucoup d'avantages, avantages de système de retraite, mais aussi des avantages de logement, des avantages des chevaux. Ils ont gardé beaucoup de choses, le service à table, etc. Bon, c'est des choses qui paraissent anecdotiques, mais qu'on a connues il y a de nombreuses décennies, qu'on a abandonnées pour des raisons d'efficacité budgétaire. Bon, ils maintiennent beaucoup de ces privilèges. Pourquoi? Il y a un général qui m'expliquait que l'enjeu est quand même de faire en sorte que les soldats et les militaires, quel que soit leur grade, qui servent dans les forces armées, soient fiers de servir leur pays d'une part, et ne soient pas susceptibles d'être tentés par ce qui se produit justement avec les polices militaires et d'autres organes au sein des entités qui sont plutôt locales, au niveau des gouverneurs ou au niveau des municipalités. La corruption, c'est un pays où il y a énormément de corruption, de criminalité, de chantage, d'agression. Et donc les militaires, c'est un microcosme assez fermé, assez protecteur, qui repose sur le fait qu'on mute les gens assez loin, qu'on les utilise à l'échelle fédérale et qu'ils se sentent partie d'une famille. Et avec cet investissement-là, on sécurise une force armée qui finalement est un peu immune à d'autres maux qui touchent le Brésil et constitue donc une réponse, y compris pour l'État fédéral. On l'a vu au moment où le président Michel Temer, en 2018, a été amené à déclencher une opération de garantie de la loi et de l'ordre, puisque là aussi, la constitution brésilienne est très différente de la nôtre. Et la constitution brésilienne prévoit que les forces armées remplissent des missions de garantie de la loi et de l'ordre sur le territoire national, et qu'en cas de défaillance des pouvoirs publics, à la demande de l'un des trois pouvoirs, exécutif, législatif ou judiciaire, les forces armées soient engagées sur le sol national pour assurer le maintien de l'ordre, et même plus que le maintien de l'ordre, le gouvernement, et donc se substitue au gouverneur local en matière de sécurité. Donc on a eu cet épisode sur Rio où finalement le crime organisé, l'État était en déliquescence. Les forces de police et de sécurité n'étaient pas en mesure de maintenir une situation viable dans l'État. Et donc l'État fédéral devait intervenir. Le seul moyen d'intervenir, ça a été de lancer une opération militaire. Et les militaires, lorsqu'ils s'engagent, se comportent comme un outil de l'État. Face au crime organisé, y compris pour les soldats, ça c'est important à analyser, ça m'avait beaucoup intéressé, de voir que des soldats pouvaient être engagés dans des favelas dont ils sont originaires. Et leur loyauté vis-à-vis de leur hiérarchie fait qu'il n'y avait absolument aucune collusion possible avec les réalités du terrain. Je vais juste compléter quelque chose avant de donner la parole s'il n'y a pas d'autres. Ah, il y a une autre question. Je vais juste compléter et je vous passerai le micro. C'est que ce qui me semble révélateur, c'est que justement lors des événements de Brasilia du 8 janvier, justement ce décret de GLO, de garantie de loi et d'ordre, n'a pas été utilisé par le gouvernement fédéral. Et c'est plutôt la dissolution des forces du commandement des forces locales de police qui a été décrétée par le pouvoir civil. Et il me semble que ce mouvement-là est révélateur des relations à venir entre pouvoir civil et militaire qui ne vont pas être simples puisque le commandement de l'armée de terre a été limogé de ses fonctions le 21 janvier à la suite justement des événements de Brasilia. Et ce qui pose de manière plus large la question de la reconstruction de la confiance entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Mais je vais donner la parole à monsieur. Ouais. Oui, du coup, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment intéressant. J'ai une petite question pour rebondir sur la question précédente d'un camarade ici. Ça va impliquer aussi des spéculations, mais du coup, Lula, c'est quand même un personnage très fort. Enfin, en Amérique latine, il y a vraiment une tendance à avoir des leaders très, très importants, enfin, des figures importantes. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer après Lula, parce que j'imagine qu'il ne va pas se représenter après, enfin, ça sera fini. Et du coup, j'avais entendu des chercheurs qui disaient que même si Bolsonaro n'est plus là, le bolsonarisme reste. Donc du coup, est-ce que après Lula, qu'est-ce qui pourrait se passer en fait?
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions pour ma part. La première concernant vraiment la coopération industrielle entre la France et le Brésil, d'un point de vue de la BITD. Est-ce que cette coopération industrielle concerne simplement une acquisition par l'armée brésilienne de matériel permettant en fait de moderniser l'armée, ou est-ce qu'il y a une volonté derrière aussi d'un transfert de technologie entre la France et le Brésil? Et la deuxième question, qui suit un peu la première, qui est est-ce qu'il y a aussi des technologies françaises qui intéressent le Brésil et qui pourraient faire l'objet de captation du potentiel scientifique ou technologique? Alors, concernant les transferts de technologie, parce qu'en fait, oui, il y a des savoir-faire et des technologies industrielles qui intéressent le Brésil, sinon il n'achèterait pas. Donc, en fait, si l'on rentre dans une transaction où on vend du matériel à un pays, c'est qu'il est intéressé par l'acquisition du matériel. Et dans un cas comme le Brésil, mais c'est pratiquement maintenant une pratique assez généralisée, les offsets, enfin, le pays veut des retours industriels. Donc, d'une part, ce n'est pas forcément du transfert de technologie, ça peut être aussi, et c'est en général tout d'ailleurs, mais il y a beaucoup au niveau du Brésil d'exigences de nationalisation, donc de création des entreprises avec une part brésilienne, que ce soit les ouvriers, les travailleurs brésiliens, qui d'ailleurs sont une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Alors, nos industriels qui investissent au Brésil sont très contents de ne pas avoir besoin d'envoyer beaucoup d'expatriés parce qu'en fait, on forme un peu les Brésiliens et derrière, ils ont tout à fait la capacité de faire tourner l'usine très rapidement. Donc, c'est un enjeu pour le Brésil de se former à des technologies, d'investir et d'avoir des savoir-faire. Alors, sur le plan humain et sur le plan technique. Sur le plan technologique, le patrimoine industriel, technologique de haut niveau, évidemment, il est protégé. Donc, la nuance, si vous voulez, c'est que quand on vend un équipement, on vend un équipement à un pays dont le retard technologique est tel que pour lui, c'est intéressant de faire un bond en avant en achetant un matériel qui, pour nous, est déjà d'une génération sur laquelle on a investi dans le passé, on a atteint ce niveau technologique et nos industriels sont déjà sur la génération suivante. Donc, on a, si vous voulez, le patrimoine industriel et technologique que l'on préserve, c'est celui de nos investissements pour les équipements de demain. C'est la recherche fondamentale, la recherche du moment et les investissements sur nos futurs équipements. Les équipements qui sont en service, c'est cette technologie-là qu'on exporte en général et cette technologie-là, elle est exportée avec évidemment des clauses de non-réexportation, sans autorisation, etc. Donc tout ça, c'est un marché qui est très régulé, mais qui fonctionne sur cette base-là, oui, d'un transfert de technologie assumé, qui répond aux attentes et aux besoins du client, sinon il n'achète pas. Donc si on veut vendre, on est obligé d'accepter ces négociations, et on les fait en toute connaissance de cause, en mettant les limites qui conviennent aux deux acteurs. Évidemment, ce que vous avez dit est assez juste et même très juste. Donc, dans le cadre de la coopération industrielle franco-brésilienne, plus spécifiquement dans le domaine des sous-marins, il y a eu évidemment un transfert de technologie. C'était une des conditions des offsets qui est réalisé par Naval Group. Donc, il y a deux points importants. Il y a les sous-marins conventionnels sur lesquels Naval Group est en charge de la production via le chantier ICN. Et il y a le sous-marin nucléaire, sous-marin à propulsion nucléaire, où là, la partie chaufferie nucléaire est uniquement développée par le Brésil, puisque c'est quelque chose que nous, on n'exporte pas, et par exemple, qui aurait pu être, dont les Brésiliens auraient pu être intéressés, mais le sujet ne se pose pas, car nous, on n'exporte pas de la partie liée chaufferie nucléaire. Après, sur la partie coopération, on exporte du matériel ancien et nous, on est sur la nouvelle technologie. C'était vrai dans les années précédentes. C'est de moins en moins le cas sur les marchés internationaux d'armement. On constate de plus en plus que les pays dits émergents, ceux qui souhaitent développer des compétences industrielles en matière de défense, comme le Brésil, mais ce n'est pas le seul. On peut penser à la Turquie dans une autre mesure, ou la Corée du Sud, actuellement, qui fait beaucoup plus l'objet d'actualité. On est sur des coopérations maintenant en matière de R&D également. Dans le cas brésilien, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Après, on a fait des choix aussi sur certains segments technologiques de ne pas exporter. Et aussi parce qu'on connaît les ambitions brésiliennes en la matière, notamment la partie missilière, où, comme l'aviez rappelé, Avibra, c'est l'acteur national. Ils ont un lance-roquettes multiples et ils développent une gamme de missiles également qui est assez importante. Donc là, on coopère un petit peu moins sur ces aspects-là, même si sur la partie des sous-marins, on exporte la partie torpille et certains missiles. Voilà sur la partie, je pense que j'ai répondu. Donc, c'est à moi que revient la lourde tâche de répondre à votre question. Bon, je dirais quelque chose de très banal, mais la capacité. Lula, il a déjà fait preuve d'une certaine capacité à faire réélire un successeur avec Dilma Rousseff. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, mais quand même, de son point de vue à lui, c'était quand même, déjà, c'était un choix qui était audacieux de choisir Dilma Rousseff. Et ensuite, de l'amener à se faire élire, c'était quand même une performance politique qu'on ne voit pas souvent. Donc, il pourrait essayer de renouveler cet exploit. Mais pour ça, il va falloir qu'il ait un bilan absolument irréprochable et excellent. Donc, en fait, voilà, la réponse à votre question, c'est tout dépend de ce qu'il va faire. Et si dans 3 ans, il a un bilan qui est extraordinaire, il aura pas trop de difficultés à faire élire quelqu'un. Élire quelqu'un, on parle de Fernando Haddad, bien sûr, son ministre des Finances, qui a été maire de Sao Paulo, qui est un peu le successeur dont on parle, mais il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Tout est ouvert et il est très malin aussi pour faire apparaître une compétition entre de possibles successeurs. Donc, tout ça va dépendre de son bilan, mais en face, moi, je ne crois pas tellement au bolsonarisme sans Bolsonaro, encore une fois, parce que ça voudrait dire quoi? C'est un courant d'opinion, c'est une façon de faire de la politique, ou de rejeter la politique, c'est son charisme personnel, c'est quoi exactement? Tout ça, c'était mélangé. Sans lui, ça ne peut pas exister. Il faudrait qu'il y ait un grand parti conservateur, mais encore une fois, le jeu des partis, la fragmentation électorale est extrême au Brésil. C'est le record du monde de la fragmentation électorale. C'est plein de petits partis politiques et peu de capacité pour agréger toutes ces forces conservatrices pour porter une candidature. Et puis là aussi, tout dépend de ce qu'il va faire pendant les années. Il a peut-être quelques ennuis avec la justice qui s'annoncent. Donc bon, mais je ne crois pas au bolsonarisme sans Bolsonaro, pour résumer ma pensée. Mais je peux me tromper. Bon, je me risquais à faire une réponse, non pas ma qualité d'observateur et dans mes fonctions antérieures, mais en tant que personne ayant résidé 4 ans au Brésil et en a observé la vie brésilienne, à Brasilia, la société, à Brasilia et ailleurs d'ailleurs, et en discutant beaucoup avec des amis brésiliens, en suivant aussi sur les réseaux sociaux d'un peu tous les bords, et en regardant les résultats des élections qui ont amené Bolsonaro au pouvoir. Il y a d'un côté dans la vie politique le jeu des partis, il y a la réalité de la vie politique elle-même à Brasilia, le Parlement avec son jeu de multipartisme assez éparpillé, mais avec ce qu'ils appellent le centrão, un grand centre, un ventre mou opportuniste en fait, de partis qui n'ont pas vraiment de ligne, mais qui font coalition et bloc pour soutenir le candidat du moment qui peut leur apporter un intérêt politique actuel à un instant T. Et donc, ce sont les mêmes partis qui sont les faiseurs de roi, qui ont fait Dilma, puis qui ont fait tomber Dilma pour faire émerger le président Temer. Et ce sont les mêmes partis du centre qui ont finalement permis à Bolsonaro d'être un candidat qui a eu ses chances. C'est les mêmes partis qui l'ont fait tomber et qui font revenir Lula. C'est le jeu des partis, c'est le jeu politique. Indépendamment de ça, il faut passer quand même au suffrage universel. Et là, bon, quand même partir du principe que le jeu des urnes électroniques n'a pas été trop tronqué. Il y a eu des rapports et des garanties qui ont été apportées, à la fois par les Américains, par les observateurs des forces armées, etc. Donc, on peut considérer quand même qu'il y a, même s'il n'y a pas de bolsonarisme au sens de la personne de Bolsonaro en tant que culte de la personnalité, ses excès de langage, ses excès de politique, c'est tout ce qu'on peut considérer comme inopportun, inapproprié et choquant et étonnant. Néanmoins, il a été élu. Et ça, c'est cette question-là qui va, à mon sens, déterminer si oui ou non il y a un courant de droite durable dans la société que les jeux de parti amèneront ou pas à ressurgir.
pour l'instant, je suis assez d'accord pour dire que la constellation politique telle qu'elle est en place ne donne pas de candidat, de successeur susceptible de reprendre le flambeau. Pour autant, ce pourcentage élevé de gens qui ont voté Bolsonaro à l'époque n'ont pas voté Bolsonaro parce qu'ils étaient en convergence et en cohérence avec les idées de Bolsonaro, avec le personnage de Bolsonaro. Ils ont voté Bolsonaro par un sentiment anti-PT. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fort quand on vit au Brésil et qu'on discute avec les Brésiliens, ce rejet du PT. Lula, qui est un fin politique, l'a bien compris, il s'est éloigné du PT. Le Parti des travailleurs, qui a été le parti qui a siphonné les grandes entreprises, la corruption à échelle stratosphérique au Brésil, n'a pas échappé aux Brésiliens, aux citoyens brésiliens, qui s'est senti dépossédé et qui a considéré que ça, c'est une première dimension, la corruption. La deuxième dimension, c'est l'insécurité, la progression du crime organisé, sur lequel il n'y avait pas de réponse. Et Bolsonaro a laissé entendre qu'avec le soutien de parlementaires qui étaient dans le groupe ce qu'on appelle le PALA, ceux qui soutiennent les forces de police, les milices et autres, que ça allait régler le problème. Il y a aussi ceux qui sont attachés aux valeurs traditionnelles de la famille, ce qu'on appelle ceux qui sont un peu, et beaucoup d'églises, les églises évangéliques au Brésil ont aussi beaucoup soutenu le Bolsonaro. C'est aussi une tendance de droite. Donc la sécurité, les valeurs, le catholicisme et l'anticommunisme. L'anticommunisme parce que les pays, maintenant toute l'Amérique du Sud a basculé à gauche. Pour nous, à gauche, c'est pas un gros mot. En Europe, c'est tout à fait c'est même très très bien d'être à gauche en général, il n'y a pas de souci. Au Brésil, pour certains, c'est très bien, pour d'autres, c'est le diable. C'est le danger absolu, le communisme. Et donc, ces tendances-là, l'anticommunisme, le besoin de sécurité, le rétablissement de l'ordre et les valeurs traditionnelles et chrétiennes font qu'il y a beaucoup de gens qui votent à droite et que ça, à mon avis, c'est une population qui ne va pas disparaître. Voilà, pour autant, son poids politique aujourd'hui, avec la chute de Bolsonaro, il est devenu inaudible, invisible. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Valentin pour les mots de conclusion. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Valentin Aventino, je suis chargé de mission Amérique latine et Caraïbes à la DGRIS. Je tenais à conclure cet événement parce qu'en effet la DGRIS est partenaire avec le CERI pour cet observatoire stratégique de l'Amérique latine, mais je vais être bref parce que c'est une soirée de Saint-Valentin et de Ligue des Champions. Merci à nos intervenants, ça nous a éclairés, de nous avoir éclairés sur la relation bilatérale franco-brésilienne et plus particulièrement sur le contexte brésilien. Merci à vous, l'auditoire, d'être présent. L'un des objectifs de cet observatoire, c'est de favoriser les échanges entre les différents milieux qui travaillent sur l'Amérique latine et la défense. Je crois que l'objectif est atteint puisque nous avons dans l'auditoire des diplomates, des industriels de défense, des étudiants, des militaires, des chercheurs. Donc, je suis très satisfait de votre présence ce soir. Merci à vous. Là aussi, j'en viens à inciter les étudiants à travailler sur l'Amérique latine et les sujets stratégiques, les sujets de défense. Sachez que la DGRIS peut financer également des thèses ou des travaux de recherche. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la DGRIS ou même à me contacter. J'aimerais conclure rapidement sur le Brésil. Nos intervenants ont insisté sur les différentes incertitudes qui entouraient l'avenir de la relation bilatérale, autant pour les aspects industriels et les grands programmes d'armement, pour les aspects militaires, que va-t-on faire ensemble en opération, et sur les aspects politiques de la relation haute politique. Moi, j'aimerais insister sur les attentes, puisqu'il y a des grandes attentes, il y a une volonté politique des deux parties, donc il y a énormément d'attentes. Et ces attentes, elles s'expliquent aussi par des intérêts communs qui sont nombreux. Donc bon, tout ça se rejoint, mais tout ça pour vous dire que normalement, on a un contexte qui est quand même plus favorable que sous Bolsonaro, donc la relation de défense devrait s'en sortir grandie et nous avons une fenêtre d'opportunité de 5 ans pour un renouveau du partenariat stratégique
que la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe a lancé avec sa visite officielle la semaine dernière et qu'il s'agira de poursuivre dans les mois à venir. Donc les mois à venir vont être très chargés pour tous ceux qui travaillent sur le Brésil. Bon courage. Dernière chose, merci et n'hésitez pas à suivre le site internet Observatoire stratégique de l'Amérique latine du CERI. Je remercie au passage Gaspard pour l'organisation de cet événement. Il y aura d'autres événements à venir, notamment durant la semaine de l'Amérique latine au mois de juin. Et la publication des travaux de cet observatoire, ce sera normalement aussi sur le site internet. Donc allez-y régulièrement. Merci à tous. Bonne soirée.